L'actu du web, du digital, de l'IA et de la tech de ce joyeux lundi 5 janvier 2026. Première émission Renaud Décode de l'année 2026. Les amis, je vous souhaite plein de bonheur, plein de réussite, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui risque d'être vraiment costaude sur le plan du web, de l'IA, du digital et de la tech. Alors on va pas prendre de retard, allons-y pour la petite revue des actus qu'il ne fallait pas manquer dans ce monde de fou dans lequel il faut pas rater un seul wagon. Et il s'est passé des gros dos. Si, vous allez voir, c'est tout de suite. Meta, l'entreprise de Mark Zuckerberg, Facebook, des IA de chez Meta, les réseaux sociaux, Threads, Instagram, etc. Le géant Meta vient de racheter Manus AI. Manus, qu'est-ce que c'est que ce truc? Si vous êtes un Malinos, pas un Manusinos, un Malinos sur Renaud Décode, un habitué de l'émission, vous avez déjà entendu parler de Manus et vous avez peut-être déjà pratiqué Manus, je sais pas comment ça se dit, moi je le dis comme ça me fait marrer. En tout cas, il a peut-être changé de nom puisqu'il vient d'être acheté. Et c'est assez bluffant ce qui vient de se passer. Oui, Meta vient de conclure l'acquisition de Manus, qui est une start-up d'agents IA. Manus est un outil, une plateforme, et c'est aussi une start-up qui avant s'appelait Butterfly Effect, l'effet papillon, et qui était avant une start-up chinoise. Elle vient d'être rachetée par Meta, qui est un géant américain. Ouais, c'est arrivé. Bon, elle était plus tout à fait chinoise, mais encore un petit peu, cette start-up Manus, et avec son outil, sa plateforme Manus, qui est donc de l'agentique pure. C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez prompter un petit peu à l'image de ce que vous faites dans ChatGPT ou d'autres, sauf que vous promptez des recherches ou des travaux qui sont longs, qui méritent de l'agentique, qui méritent du multi-agentique sur le long terme. Ça, Manus sait très bien le faire. J'en parle pas au passé parce que Manus existe toujours, est toujours accessible, le service perdure, va perdurer et vous pouvez toujours vous abonner à Manus, etc. Simplement, ça vient de changer de pavillon maintenant, c'est sous pavillon Meta. Manus, c'est donc une plateforme d'agents, vous lui demandez un truc et il va lancer plein d'agents pour faire des recherches là-dessus, pour aller croiser des chiffres là-dessus, pour aller récupérer des données de là-bas, pour aller essayer de constituer une base de réflexion d'ici, puis ensuite l'exploiter avec autre chose, et puis c'est très long, mais à la fin, ça vous donne un rapport de malade. Avec du multimodal, avec des sources, avec des recherches, avec du code aussi un petit peu, avec tout un tas de choses, et ça vous fait des gros dossiers qui sont fruits de grosses réflexions agentiques. Ça, c'est toujours d'ailleurs le point fort de Manus. Et bien Meta vient de racheter cette boîte qui est maintenant basée à Singapour. En fait, Butterfly Effect est passé à Manus, ça a changé de nom en 2025, et c'est passé de la Chine, avant c'était à Pékin, et je sais plus où, et maintenant c'est passé à Singapour. Alors il y avait encore des actionnaires chinois dans cette boîte Manus. Il y avait Tencent par exemple, il y avait environ 100 millions de dollars d'investissement de Chinois, et Meta vient de racheter cette boîte, donc vient de racheter les actions de ces investisseurs chinois, qu'on dit ok, le gouvernement chinois, il dit pardon, mais il y a un moment Manus fonctionnait en Chine, avec nos restrictions un petit peu secrètes, avec nos petites potions secrètes de la Chine, c'est ensuite passé à Singapour, et maintenant c'est racheté par Meta, il n'y a pas plus copain que Zuckerberg avec Donald Trump. Qu'est-ce qui se passe dans ce truc? Vous voyez, cette affaire n'est pas que technique ou technologique ou commerciale ou IA, elle est aussi un petit peu gouvernementale, et ça rend le dossier très très intéressant. En tout cas, le truc s'est fait. Alors Meta nous a dit déjà ils ont fait des communications laconiques, du côté de Manus ils nous ont dit c'est bon, on rejoint les équipes de Meta, on est content. Du côté de Meta ils ont dit c'est cool, il y a les équipes de Manus qui nous rejoignent, on est content, et ils n'ont rien dit d'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'envers du décor? Typiquement, on peut se dire, c'est ce que disent tous les médias aujourd'hui, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ça, je vous développe. Ils nous disent, en fait, ça permet à Meta d'avoir enfin un agent IA à la hauteur des autres. 2025 était l'année de l'agentique. 2026, on peut plus se permettre de retard. Faut prendre de l'avance sur tout ce qui est agentique. Meta avait un petit peu de retard. Maintenant, ils en ont plus. Ils viennent de racheter Manus. C'est cool. Maintenant, ils sont agentiques. Moi, je peux pas m'empêcher de me dire, mais qu'est-ce qui aurait empêché Meta, avec tous ses moyens, son infrastructure, ses IA, ses modèles, de développer un Manus-like, voire un mieux que Manus? Pourquoi les racheter? Ils auraient pu le faire. Bon, ils ont mis quelques petits sous là-dedans. Ils ont mis, alors on n'est pas sûr du chiffre, mais environ 2 milliards de dollars pour récupérer Manus. Donc les investisseurs chinois ils sont super contents. Ils ont récupéré leur mise. Ils ont mis 100 millions, ils récupèrent 2 milliards, ils sont super contents. Mais bon, la Chine est moins contente, je vous l'ai expliqué. Bref,
tout le monde dit, là comme ça, Meta va pouvoir se mettre à la gentique. Moi, je me dis, ils pouvaient déjà se mettre à la gentique, on n'avait pas besoin forcément de racheter Manus. Moi, je pense qu'ils ont surtout racheté, alors potentiellement un petit coup d'hégémonie US versus Chine. Je peux pas m'empêcher de penser à ça. Vas-y, que les États-Unis rachètent une boîte, anciennement chinoise, ça nous fait bien plaisir. Bon, pour moi, il y a de ça. Il y a aussi le fait que Manus, c'est une entreprise rentable. Contrairement à certaines entreprises américaines, même les plus grosses qui n'y arrivent pas, OpenAI, coucou. Bon, Manus, c'est rentable. Il y a des abonnements, les gens en sont contents. Il y a 100 millions de revenus réguliers, donc on prend. C'est cool. Moi, je pense aussi que ça fait un petit moment que Manus tourne avec des process agentiques sur plein de recherches de plein de gens à travers le monde entier. Et ça, de récupérer toute la base de knowledge des process agentiques, ça, c'est de l'or en barre. À mon avis, c'est plutôt ça que Meta a racheté. Après, on nous dit que Manus va continuer à exister en soi, mais que voilà, maintenant, toutes les équipes et toute l'entreprise et toute l'activité est reprise dans le groupe Meta. Bon, je sais pas, je pense que cette histoire n'est pas terminée et qu'on va avoir des petits rebonds entre Chine et États-Unis sur ce terrain-là. Ça risque d'être rigolo, donc on va quand même se tenir au courant. Vous pouvez continuer à utiliser Manus. Faites attention, maintenant c'est aux mains de Meta, donc toutes vos données personnelles, etc. Ce que vous avez pu faire dans Manus, à mon avis, ça a été racheté par Meta. Je pose ça là, vous en faites absolument ce que vous voulez. Allez vérifier si vous avez utilisé Manus avec des données de votre entreprise, voir si vous pouvez pas effacer des trucs. Et faites comme vous voulez, mais vous êtes un petit peu au courant. Peut-être je flippe pour rien, peut-être pas. Et pendant ces fêtes de fin d'année, on a vu un deuxième rachat. Un gros deal. Non, c'est pas un rachat, c'est un deal, mais c'est un gros deal. Bon, allez, je vous en parle. C'est Nvidia qui a racheté Grok. Alors, entendons-nous bien, pas Grok, l'IA de chez X, de chez Elon Musk, G-R-O-K, c'est pas celui-là, oubliez. C'est Grok avec un Q. C'est facile, à l'oreille ça sonne bien. Grok. G-R-O-Q. Grok, c'est quoi ? Si vous êtes habitué de l'émission Renaud Décode, vous connaissez Grok. C'est un fabricant de puces fait exprès, des LPU, fait exprès pour tout ce qui est LLM, pour l'inférence des intelligences artificielles. Alors on connaît les GPU de chez Nvidia, bien sûr, les processeurs graphiques qu'on utilise de partout, qu'on utilise pour l'inférence, pour la crypto, pour l'inférence de l'IA, pour l'entraînement de l'IA, pour etc. On a Google qui fait plein de percées dans les TPU, des choses un petit peu différentes pour s'adapter vachement bien à tout ce qui est construction et inférence de l'IA, et on a depuis plusieurs années maintenant des acteurs comme Grok, le leader de ces acteurs-là, G-R-O-Q, à ne pas confondre avec l'autre, qui lui fait des LPU, des Language Processor Unit, des processeurs faits exprès. Alors, ils sont nuls pour autre chose, mais pour les LLM, ils sont super forts. Ils sont beaucoup moins énergivores, beaucoup plus économes, beaucoup plus écolo. C'est pas écolo, puisque oui, c'est moins pire que les autres, largement. Et puis, ça fait de l'inférence beaucoup plus rapide, à moindre coût. Et ça, c'est génial. Et il n'y a que Grok et 2-3 autres acteurs qui font ça, mais des acteurs mineurs. Eh bien, Nvidia s'est dit, miam, Grok avec un Q, je vais lui bouffer. Je ne ferai aucun jeu de mots qui va plus loin que ce que je suis en train de vous dire. Si vous avez eu des mauvaises idées dans votre tête, c'est de votre faute, c'est pas la mienne. Je vais bouffer l'histoire, nous dit Nvidia, sauf que Nvidia, il s'est dit aussi, je le sens bien, le procès antitrust. Je le sens très très bien, Nvidia est déjà parfaitement hégémonique, il y a un challenger avec une autre technologie déjà utilisée, un Mistral par exemple tourne sur des plateformes avec du Grok, avec un Q dedans, c'est pour ça qu'il est super rapide et autres, il y en a plein d'autres, il y a d'autres acteurs de l'IA qui sont sur des plateformes Grok, et Nvidia, qui rachèterait Grok, on aurait tout de suite un procès antitrust en disant ça ne va pas cette histoire. On a tous les œufs dans le même panier Nvidia, ça ne va pas. Alors ils ont fait un truc un peu malin, diront certains, un peu fourbe, dirais-je moi de mon côté, mais vous en pensez ce que vous voulez, puisqu'ils ont conclu un accord de licence non exclusive. C'est-à-dire qu'en gros, Nvidia achète à beaucoup d'argent, quelque chose comme 20 milliards de dollars, on n'a pas les dessous de l'affaire, mais 20 milliards de dollars, on peut se dire que c'est un accord de licence genre infini, sur la durée. Bref, on ne sait pas, peut-être c'est illimité. En tout cas, ils ont mis un paquet de pognon, vraiment énormément de pognon, pour avoir un accord de licence non exclusif sur toutes les technologies de Grok avec un Q. Je vais arrêter de dire Grok avec un Q, il y en a marre. Bref, toutes les technologies de Grok. Donc Grok continue d'exister.
C'est pas exclusif, donc ils peuvent dealer avec d'autres gens. Enfin, d'autres gens, ils vont pas dealer avec Grok, puisqu'ils savent que Grok a cet accord monumental avec Nvidia. Mais bon, sur le papier, Grok reste indépendant. Sauf que il y a un accord, non exclusif certes, où tout part chez Nvidia. Et y compris les équipes. C'est-à-dire tous les big boss, tous les ingénieurs, tout le monde est parti de chez Grok pour aller bosser chez Nvidia dans la structure de Nvidia. Il reste un ex-patron qui va devenir CTO de Grok pour dire non, t'as vu, il y a encore un patron, je suis encore indépendant. Je vous caricature à peine le truc, mais le schéma, il est celui-là. Bref, le montant de ce deal est colossal, la fourberie du deal est aussi assez colossale pour éviter l'anti-trusting, mais Nvidia vient de mettre la main sur son principal challenger technologique qui est Grok et qui fait des trucs extrêmement puissants. Est-ce que Nvidia va en tirer parti? Oui, c'est sûr. Est-ce que nous, on va en tirer parti? Je l'espère. On verra comment tout ça évolue, mais c'est un gros coup dans le domaine de la tech mondiale, ce pseudo-rachat de Grok par Nvidia. On verra comment ça évolue. Peut-être ça va ralentir l'innovation, peut-être ça va favoriser l'émergence d'autres qui vont se faire racheter à leur tour, ça le fait pas. Peut-être il y aura des procès, peut-être on sera d'accord, pas d'accord, je sais pas, mais on va suivre l'affaire et c'est vraiment un très très gros coup. Nvidia devient la boîte la plus puissante de la planète. Un point, c'est tout. OpenAI a fait quelques petites sorties. Alors, je me permets de vous en parler parce que les médias n'en parlent pas. Alors que ça nous dit des choses sur 2026. Et je vous vois venir. Vous suivez Renaud Décode. Vous vous dites, on est le 5 janvier, c'est la première revue d'actu de l'année. On va savoir des trucs sur 2026. Bon, si vous voulez des trucs sur 2026, à mon avis, mon pif me l'a raconté, pas que, il va se passer des gros trucs au niveau de la voix dans les semaines et mois qui arrivent, notamment du côté de OpenAI. OpenAI restructure ses équipes en ce moment, une grosse partie de ses équipes. Alors, je vous ai déjà parlé des restructurations par le passé, chez Google, chez d'autres, chez Meta, etc. Et à chaque fois, je vous dis des restructurations d'organigrammes de ces boîtes-là, elles disent beaucoup sur les investissements, sur l'orientation de la boîte dans une direction. Et comme c'est des grosses boîtes, c'est eux qui vont fabriquer l'IA, la tech, le web, le digital de demain. C'est ce qui est en train de se passer chez OpenAI. Mais comment ils se restructurent vers quoi? Vers la voix. Ils ont récupéré les meilleurs et les pontes de toute la logique voix chez OpenAI, toute la logique voix en temps réel. Vous savez, la bulle bleue, vous pouvez interrompre le truc, etc. etc. Ils ont récupéré toutes ces meilleures équipes et ils en ont fait une direction supérieure afin de développer à mort tout ce qui est voix du côté de chez OpenAI. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit tout simplement qu'ils mettent le paquet chez OpenAI sur de l'IA 2026 qui sera sans écran, qui sera vocal, qui sera sans texte. C'est vrai que c'est embêtant le texte parce que ça t'oblige, toi, utilisateur, à écrire ce que tu veux. Alors que si tu avais une IA qui t'écoute tout le temps et qui est capable d'interagir, même quand tu le demandes pas, tu marques des points quand tu es l'éditeur de cette IA-là. OpenAI est en train de mettre le paquet sur tout ce qui est voix en temps réel, le plus naturel possible, le plus configurable possible et qui puisse être embarqué partout. Parce que c'est ça la logique de l'IA vocale aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un clavier, il n'y a pas besoin d'un écran, vous pouvez le mettre dans n'importe quel device. Des robots de demain, des lunettes, j'en parlerai dans quelques instants, dans n'importe quel device. Et OpenAI prépare en 2026, on n'est pas sûr, peut-être en 2027, son device IA, son appareil IA du futur qui remplacera tous nos usages de l'IA qu'on a aujourd'hui. Il est fort à parier que ce device-là, cet appareil-là, il sera pilotable à la voix et il nous parlera tout simplement. Peut-être moins intrusif à l'heure où la France, l'Europe et nos politiques se disent « Oh, il faut interdire les écrans, bougez pas, OpenAI prend les devants, on aura de l'IA qui nous écoute tout le temps, qui nous parle quand on veut, qui sera partout et qui sera sans écran. » En tout cas, voilà, je peux vous le dire, 2026 va être aussi l'année de la voix, pas que chez OpenAI, c'est une tendance de fond chez tous les gros acteurs, aux États-Unis et également certains acteurs en Chine qui misent à bloc sur la voix. Donc voilà, vous avez de quoi prévoir ou imaginer le futur proche, parce que tout ça va aller très vite, de l'IA. Il passera plus avec les écrans, il passera uniquement par de l'écoute et par de la voix. Et on est parti dans Star Wars, why not? Bon, tout n'est pas tout beau, tout rose dans les avancées de l'intelligence artificielle et on a un gros dos qu'il nous faut déminer. Cette fois-ci, concerne Grok avec un K. Je vais parler de Grok avec un Q et Nvidia. Maintenant, on repasse à Grok avec un K. L'IA de X, AI, l'IA d'Elon Musk. Vous avez vu le truc? Alors, je vais pas vous montrer des images,
Je vais pas vous montrer des images, mais ça me démange de vous montrer quand même une image. Celle-là, par exemple, elle est rigolote. De quoi que je vais vous parler? Je la montre pas trop longtemps parce que j'ai peur d'être ban. Je suis un peu une flippette. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez Grok, l'IA d'Elon Musk? Eh bien, elle est allée un petit peu trop loin ces dernières semaines. Qu'est-ce qu'elle a fait cette IA? Cette IA, elle nous dit que, on peut avoir un spicy mode, un mode épicé. Ça, c'est depuis l'été dernier. Bah oui, c'est l'été, on se lâche un petit peu, on se dénude, et puis on demande aux IA d'avoir un spicy mode pour nous raconter des histoires hum-hum, des histoires olé-olé, pour faire des retouches d'images un petit peu coquines, tout ça, des trucs comme ça. Bon. Ce truc est passé sous les radars. Et puis, on a laissé faire le machin. Et là, depuis quelques semaines, on se rend compte que l'IA de Grok a fait beaucoup de progrès, à la fois sur la génération d'images, sur l'édition d'images, et aussi sur la compréhension des règles, avec une notion dans Grok qui est de dire, écoute, c'est toi, utilisateur, qui est responsable. Moi, mon IA, elle peut être capable de tout faire, de raconter tout ce que tu veux. Il y a nos problemos. On est très dans la liberté de penser, de faire ce qu'on veut, des conneries, comme des trucs bien. Tu te débrouilles, c'est la responsabilité de l'utilisateur. Eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de gens qui ont utilisé Grok pour dénuder des personnes qui ne sont pas soi-même. C'est-à-dire qu'on ne demande pas l'autorisation de quelqu'un, on prend une photo de quelqu'un qui peut être mineur, ça devient grave craignos, c'est de pire en pire, absolument. On met l'image dans Grok alors qu'on a la permission de personne, on dit à Grok, est-ce que tu peux mettre cette personne toute nue? Et Grok, il dit, no problemo, voilà. Même visage, même décor, on a juste changé les habits en pas d'habits, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça ne passe pas. Ça ne passe pas en France, ça ne passe pas dans d'autres pays également, ça ne passe pas au niveau de l'Europe. Alors sachez-le, le parquet de Paris a pris les choses en main. Pharos a été utilisé pour que des députés, des ministres, etc. ont déclenché ce qu'on appelle l'article 40 du code de procédure pénale en disant voilà, on a toutes les preuves pour que ça aille vite et bien en termes de justice cette histoire-là. C'est pas possible. Regardez ce que Grok a fait et bim, c'est parti en justice. Ouais, mais comment ça va se régler cette histoire? Parce que en l'occurrence, Grok, xAI, Elon Musk ont déjà, c'est pas Elon Musk en direct qui a répondu. Voilà, mais ils ont déjà indiqué que ils ont déjà des CGV qui disent très clairement on a le droit sur Grok de faire des trucs à Walp. Oui, alors, on le sait que ça ne correspond pas aux juridictions de nos pays, mais en même temps, X, c'est pas un outil de notre pays, c'est un outil des États-Unis d'Amérique. Ah bah oui, mais alors les lois doivent s'appliquer chez nous. Bah non, c'est leur outil à eux, ça s'applique chez eux. Mais on l'utilise chez nous, alors comment on met des lois chez nous pour un outil qui est pas chez nous, qui est chez eux? Ah, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Ce truc va devenir un cas d'école. Parce qu'en termes de RGPD, est-ce qu'on a le droit? Qui est responsable? On n'a pas le droit. Qui est responsable si je prends la photo de quelqu'un sans lui demander son consentement et que je le mets dans un outil? C'est moi qui suis le voleur? Comment on me trouve? J'ai un compte X, on ne sait pas qui je suis derrière. Mais il faudrait m'arrêter moi. Mais comment on le sait? En demandant à X de filer les données des data centers américains pour c'est embêtant. C'est embêtant. N'empêche que c'est moi qui ai fait la bêtise. C'est pas l'IA. En même temps, on a demandé à l'IA de mettre cette personne en dénudé. Elle aurait dû dire non. Bah non, c'est le CGV d'Elon, il fait comme il veut. Ah bon, mince, on a un autre problème. Mais en même temps, ça crée un truc qui est du harcèlement, qui est du deepfake complètement dégueulasse sur des mineurs parfois qu'on met à Walp et ça c'est absolument pas possible. On est d'accord, mais comment on fait respecter le truc? On n'en sait rien. Tout le monde a saisi. Le Digital Service Act en Europe, l'Europe est saisie là-dessus, l'Arcom est saisi, Pharos est saisi, tout le monde est saisi, la CNIL, etc. Comment on va s'en sortir de cette affaire? X dit nous on n'a rien fait de mal, c'est des gens. Voilà, nous on dit il y a des gens qui ont fait des trucs de mal. Nos politiques disent non, c'est Elon Musk qui est un voyou. C'est pour Elon Musk qui a fait des images. D'ailleurs, lui-même, ça le fait marrer quand on lui met une photo de lui en bikini. Donc il n'a pas l'air voilà. Et c'est compliqué. On démarre 2026 avec un énorme cas d'école sur tous les sujets de réglementation de l'IA avec ce Grok qui a fait, de toute évidence, qui a contribué à faire des grosses bêtises à grande échelle. Mais qui est responsable de ça? Bon courage des juristes, bonne nouvelle année, je vous souhaite le meilleur. Franchement, ça va être chaud cette histoire, mais il va falloir qu'on démêle ces trucs-là à un moment ou un autre, c'est sûr. Allez, on passe à l'avant-dernière actu qui est celle de Doctolib. Je me fais très vite là-dessus, c'est simplement pour vous déminer un truc puisque j'ai vu dans pas mal de médias, notamment des médias qui s'y connaissent pas forcément bien, donc j'imagine que dans des médias généralistes, à la télé, à la radio, etc., on a des journalistes qui sourcent pas leur information ou qui parlent sans chercher à comprendre et du coup ils disent des bêtises, donc je voudrais pas que vous fassiez avoir. L'information qui circule beaucoup, c'est une fuite de données de santé chez Doctolib. En fait, c'est pas le cas. Voilà, je la fais très courte, tout le monde, beaucoup de gens, certaines personnes
voilà, peu importe, journaliste ou pas, bon ou mauvais, peu importe, bon, ils ont été un peu vite, ils nous ont dit, voilà, il y a une fuite de données chez Doctolib, donc les données de Doctolib sont en vente sur le dark web, etc., etc. Alors, c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il y a effectivement, j'y vais là-dessus, 150 000, un peu plus de 150 000 enregistrements qui portent des mentions de Doctolib, des enregistrements avec des données personnelles, mais de chez personnel, parce que c'est des données de santé, qui sont actuellement en vente, et oui, sur des forums chelous, sur des trucs de hackers, etc., etc. Mais ces 150 000 enregistrements ne viennent pas de Doctolib, ils viennent de 2 établissements de santé, donc vous n'êtes pas concerné par cette fuite, sauf si vous êtes passé par l'hôpital privé de la Miotte à Belfort, il y a 100 000 enregistrements, vous êtes dedans, vos données ont fuité, vous pouvez en être sûr, et risquent fort d'être exploitées, j'y reviendrai. Et si vous êtes passé par un cabinet d'ophtalmologie qui se trouve à Salanches, en Haute-Savoie, 50 000 entrées là-dessus. En fait, c'est pas Doctolib qui s'est fait hacker. Doctolib a un système hyper sécurisé. Je dis pas qu'il se fera jamais hacker, mais il est sur AWS à Paris avec des sécurités de malade. AWS, Amazon, des serveurs Amazon sécurisés, données de santé, etc., etc. Ils ont tout prévu, ceinture, bretelles, etc. Pour les hacker, eux, c'est chaud. Alors que hacker un cabinet d'ophtalmo et un hôpital privé qui fait pas gaffe à ses données ou qui fait des sauvegardes qui traînent dans la nature, hop, ça c'est un peu plus facile. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, si vous êtes passé par ces établissements de santé, sachez que vos données, elles sont dans les mains de hackers qui risquent d'essayer de faire du phishing parce qu'ils connaissent clairement tout de vous. Ils ont votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre date de naissance, votre adresse postale, ils savent où vous habitez, vos adresses mail, ils ont des données sur vos données de santé, etc. Suite à votre radio que vous avez fait à tel moment, il faut absolument que vous nous rappeliez ou vous nous fassiez un versement de tel truc. Vous allez vous faire ficher, c'est clair. Donc il faut absolument que ces établissements de santé qui se sont fait hacker prennent les devants pour alerter toutes les personnes en disant attention, attention, vos données ont fuité, répondez plus à personne. Voilà. Mais si vous êtes passé chez Doctolib et pas dans ces établissements, là vous n'êtes pas sujet à ce piratage-là. Voilà, je voulais juste poser ça là. Après, il y a toute la logique, les enjeux RGPD, où on ne sait pas trop, où en fait, l'État aurait peut-être dû faire un peu mieux que mon espace santé, là, avoir un truc qui fait prendre les rendez-vous, mais ils sont trop longs, ils n'y arrivent pas, ils ne savent pas développer des trucs. Doctolib a pris les devants, a un service qui rend service absolument à tout le monde. Du coup, tout le monde l'utilise. Du coup, c'est un acteur privé dans lequel on met les données de santé, mais il faut interfacer. Bref, on fait pas les choses comme il faut. En France, on les fait toujours par millefeuilles. Dès qu'il faut faire bosser l'administratif, le public et le privé, on fait un peu n'importe quoi. Doctolib, eux, ils essayent de faire au mieux. L'État essaye de faire au mieux, mais les deux ensemble, ça foirote. Et puis, qui c'est qui est responsable là-dedans ? C'est les établissements de santé et c'est pas Doctolib. Bon, voilà. J'ai remis l'église au milieu du village sur cette information-là. Je dis pas que personne risque rien. Je dis que si vous êtes passé par les 2 établissements que j'ai cités, vous êtes dans la sauce. Mais si vous ne l'êtes pas, vous en prenez pas à Doctolib et ça devrait être un exemple au contraire pour nos services publics français. Ça, c'est mon opinion. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Allez, dernière actu du jour, simplement pour prétexte. C'est un prétexte. Voilà, c'est un prétexte. C'est simplement pour vous dire que nous sommes aujourd'hui le 5 janvier 2026, meilleurs vœux, tout ça. Et que à partir de demain, du 6 au 9 janvier, commence le CES de Las Vegas. C'est la fête. Les machines à sous, les cow-boys. Il n'y a pas de cow-boys à Las Vegas. Qu'est-ce que tu racontes là? J'ai jamais été. Non, c'est le CES de Las Vegas. C'est la grande fête de la tech. Voilà, donc c'est là, au CES de Las Vegas, c'est tous les ans, qu'on a des annonces de trucs innovants en termes de tech, de matériel, de matos, voilà, de casques de réalité virtuelle, d'écrans qui se plient et qui se déplient, de voitures qui volent, de trucs comme ça. Donc on va couvrir tout ça sur Renaud Décode, restez avec nous, les émissions live de Renaud Décode, c'est tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi, il y aura des retours du CES de Las Vegas pour partager un petit peu les dingueries qu'il y aura sur le CES de Las Vegas. Si on regarde un petit peu la petite pub du CES, on se rend compte qu'on voit beaucoup de lunettes quand même. On voit beaucoup de trucs sur les yeux. Alors, je vous ai déjà parlé dans ces actus de la voix, sur l'intelligence artificielle. Je vous ai dit que OpenAI et plein d'autres acteurs majeurs de la tech se mettent à faire de l'IA vocale, de l'IA qui entend, de l'IA qui parle, qu'on peut interrompre, qui discute avec nous avec du son, voilà. Et quand on regarde ce qui va se passer au CES de Las Vegas, on nous dit c'est parfait pour mettre dans les écouteurs, c'est là, voilà, et c'est parfait aussi pour mettre dans les branches de lunettes.
et dans les casques. Voilà, pouvoir tout piloter à la voix. C'est ça dont sera fait 2026. Et il y en a un qui veut absolument reprendre la main et il s'appelle Google, parce qu'il y en a marre que les lunettes ce soit que chez Meta. Et Google, qui avait eu des expériences malheureuses sur le wearable, sur les choses qui se portent sur nous, des objets technologiques qui se portent sur nous, notamment avec les lunettes, bon, il avait fait, chez Google, ils ont fait déjà quelques incursions dans les lunettes, ils nous ont montré des trucs là-dessus. Et bien là, ils nous disent très clairement, on est full prêt sur Android XR. C'est quoi Android XR? Bah, c'est comme Android, c'est un système d'exploitation portable, absolument partout et léger. C'est important pour pouvoir mettre dans n'importe quel type de matos. Et XR, donc vraiment fait pour tout ce qui est réalité virtuelle, augmentée, etc., etc. Oui, Google va sortir en 2026 sortir de nouvelles lunettes, mais pas juste en sortant un device. Ils veulent éteindre Meta et ses lunettes Ray-Ban. Ils veulent sortir le fameux Android XR en version quasiment finalisée pour que plein d'acteurs du marché, les copains de chez Samsung, les copains d'un petit peu partout, puissent dire bah tiens, ce Android XR avec l'IA de Gemini, avec du vocal, je vais le mettre dans des lunettes de chez moi avec tel style, je vais le mettre dans un casque lourd, dans un casque léger, dans un lunette connectée machin, des lunettes avec écran, des lunettes sans écran, bref, il y a deux familles de produits lunettes qui vont sortir chez Google en 2026, peut-être qu'on aura des premiers aperçus au CES de Las Vegas là dans quelques jours. Bon, on en parlera ici. Mais en tout cas, ça risque fort de sortir dès 2026, ça c'est sûr, avec deux gammes, des lunettes légères, avec des dispositifs légers où vous entendez votre IA dedans qui vous dit plein de choses et qui peut regarder tout ce qui se passe autour, et puis des lunettes un petit peu plus balèzes avec de l'affichage, de l'écran, de la surimpression peut-être, on verra de quoi tout ça est fait, et on aura peut-être les premiers signaux pendant ce CES de Las Vegas. En tout cas, tenez-vous au courant, parce que 2026, bah, c'est peut-être l'année où l'IA rentre dans le futur, voilà, avec casque, lunettes, etc. Est-ce que ça va nous arriver jusqu'à nous? Ça, c'est une vraie question, les amis. Bah oui, parce que des lunettes, des dispositifs connectés tout le temps, de la voix qui écoute tout le temps, des petites caméras qui regardent tout le temps, tout ce qui se passe autour de nous et tous les gens qui sont autour de nous, hein, sachant qu'il y a des IA en embuscade qui peuvent dénuder tout le monde, par exemple, je suis pas sûr qu'avec notre millefeuille administratif français et européen, ça passe ces histoires. Bah, peut-être que 2026 sera une année aussi où il y a certains pays qui auront la technologie super avancée, soit aux États-Unis de façon libertaire, soit en Chine de façon ça reste chez nous et ça bouge pas et c'est l'État qui dirige. Et peut-être qu'on aura une autre partie de l'humanité qui sera privée de ces avancées parce que on sait pas trop gérer le côté réglementaire qui présente de sacrés challenges. Voilà, je vous aurais dit ça. Google veut reprendre la main sur les lunettes connectées. Android XR est prêt. Les lunettes connectées Google arrivent et on verra tout ce que ça développe derrière parce que ce sera vraiment un gros écosystème géant et on verra quel est le chemin du progrès pour l'humanité à partir de 2026. On a hâte, on a hâte. Voilà pour les actus du jour. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, des questions, des remarques, des compléments, des corrections, des objections sur tout ce que je vous ai raconté dans ces actus. Et n'hésitez surtout pas à partager également sur renaud-décode.fr. On s'abonne là sur YouTube. Oui, on active la petite cloche, mais c'est important parce qu'il va y avoir plein de news web IA Digital Tech dans cette année 2026 et qu'il faut rien louper pour être au courant. Ça va encore s'accélérer, ça va encore aller toujours plus vite. Il faut se tenir au jus parce qu'on ne voudrait pas être largué. Vous avez bien raison de suivre Renaud Décode. Je vous retrouve très bientôt. C'est tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi en live, les émissions de Renaud Décode. Et les revues d'actu paraissent sur YouTube l'après-midi même. Donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle revue d'actualité web IA Digital Tech sur Renaud Décode.